Alors, t'en es où? À 25 semaines d'aménorrhée. Souvent, dans nos épisodes, on parle des consultations mensuelles que les gens font pendant le suivi de grossesse. On parle aussi des préparations à l'accouchement qui arrivent vers la fin de la grossesse. Mais on parle assez peu de l'entretien prénatal précoce, qui est aussi un rendez-vous important et incontournable du suivi en maison de naissance en tout cas. Je connais pas tous les types de suivi. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce rendez-vous? À ma connaissance, il est fait en systématique en maison de naissance. Je pense qu'il doit faire partie des suivis aussi en mater. Je sais pas après comme toi, dans tous les types de suivis. Et moi, je l'ai fait la semaine dernière. Donc là, je suis à 25 semaines, comme je viens de le dire. Je crois qu'il peut être fait beaucoup plus tôt. Dans cet entretien, la sage-femme, en fait, va questionner tout un tas de besoins des parents, tout un tas d'envies. Moi, c'est mon 3e suivi. La sage-femme, au début du rendez-vous, elle nous demande: est-ce que vous vous souvenez de ce rendez-vous? Parce qu'on l'a fait pour nos 2 premières filles. Impossible, ni mon conjoint ni moi, de lui redire. Moi, j'ai tenté oui, c'est là où on renseigne les antécédents et tout, alors que pas du tout. Vu qu'en fait, pour faire un suivi en maison de naissance, on est obligé de donner nos antécédents assez rapidement. Oui, pour la savoir validation. Exactement. Du dossier. Pour savoir si on peut être suivi ou pas. C'était intéressant parce qu'en fait, on a rebrassé tout un tas de questions autour, en fait, des envies du couple, mais aussi de la parturiente et du partenaire. Ou de la partenaire, en l'occurrence, moi c'est un homme, mais c'est vraiment en fait un moment où la sage-femme va récolter toutes les données qui font que vous avez choisi la maison de naissance. Pourquoi vous l'avez choisi? Même quand c'est pas la première fois. Qu'est-ce qui fait qu'on est revenu à la maison de naissance? Qu'est-ce qui a été potentiellement OK, moins OK? Qu'est-ce qu'on a envie d'adapter ou pas pour ce suivi-là? Parce qu'évidemment, la situation a changé par rapport au suivi précédent, outre le fait qu'on a un autre enfant. On a pu déménager, on a peut-être d'autres envies, d'autres besoins. La situation professionnelle aussi. Les objectifs à court et moyen terme au niveau mode de garde, accompagnement, postpartum et compagnie. Donc en fait, il y a tout ça et ça va prendre 1h30 à 2 heures. Ça va dépendre en fait à quel point on va être bavard. Je pense qu'il y a des gens, ça peut durer 1 heure. Nous, on a beaucoup parlé tous les deux, ça a duré 2 heures et c'est OK. Ce qui est important en fait, c'est qu'elles aient toutes ces données parce que c'est ça aussi qui fait la qualité du suivi de maison de naissance et de l'accompagnement global. C'est qu'en fait, toutes ces données vont être partagées avec le binôme ou le trinôme de sage-femme et vont être prises en compte pour la suite des consultations et des préparations et du suivi postpartum, où elles vont dire, vous vous souvenez, vous nous aviez dit que, où vous en êtes aujourd'hui avec ça? Vous nous aviez demandé ça, aujourd'hui on peut mettre ça à votre disposition. C'est à ça en fait que sert tout ce temps, et c'est ça qui rend, je pense, aussi, entre autres, qualitatif, le suivi de grossesse ici. Et du coup, ça me fait un peu penser aux gens qui font des projets de naissance, tu sais, pour accoucher. Est-ce que ça remplace? Est-ce que c'est un complément? Qu'est-ce que t'as à en dire? Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que je sais pas si on peut dire que ça remplace intégralement, parce que je pense que dans un projet de naissance, on peut aussi mettre des besoins ou des envies qui vont être liés par exemple au transfert une fois que tu as été transféré. C'est-à-dire, moi, j'aimerais qu'on me tienne au courant des actes, même s'il y a une césarienne. J'aimerais pouvoir bénéficier de l'ambulatoire si jamais j'ai fait appel à une péridurale. Ce genre de choses. Dans l'entretien prénatal précoce en maison de naissance, on va pas te demander ton souhait post-transfert. Par contre, on peut te demander comment tu te situes par rapport à l'idée du transfert, même si c'est pas encore la séance de préparation au transfert, mais comment tu y as réfléchi. Parce que ça fait partie des raisons pour lesquelles tu es en maison de naissance. Ton envie d'accouchement physiologique. Du coup, elles ont besoin aussi de se rendre compte à quel point c'est important ou pas cette approche de la douleur, cette peur ou pas du transfert, etc. Sinon, pour le reste, je pense que ça peut être assez proche d'un projet de naissance. Tu peux rentrer dans beaucoup de détails, en fait, si tu le souhaites. Ce n'est pas une obligation, elle va s'adresser à toi, à ton conjoint, et là tu peux faire le choix de rentrer dans du détail, peut-être même plus que dans un projet de naissance que t'écrirais un peu spontané et que, entre guillemets, pour t'assurer qu'il soit lu, tu vas pas faire un roman, tu vois. Balisser, ouais. Si jamais l'un ou l'autre a pris un peu plus la parole, elle va toujours demander. Rééquilibrer. Ouais, c'est ça. Alors après, il y a toujours des gens plus ou moins bavards selon les questions. Hein. Il y a vraiment aussi cette chose très intéressante où, à ce moment-là, il y a beaucoup de place pour le couple et le ou la partenaire pour être sûr qu'il y ait pas de choses qui puissent surprendre ou être désagréables au moment de l'accouchement. S'il y a justement réorientation, si la femme est dans de la douleur, etc. Que tout le monde soit un peu d'accord, professionnel et les 2 parents, tu vois.
On essaiera notamment peut-être de faire un document un jour, enfin on verra comment on peut s'organiser, parce que je trouve que le projet de naissance reste important, peu importe le type de projet du coup. Moi, ce que j'avais compris avec la maison de naissance quand j'ai eu mon suivi, c'est que le projet, il est finalement tout au long aussi de ce suivi, et il est dans les échanges que tu fais et qui sont rajoutés petit à petit. Enfin voilà, comme tu dis, à l'entretien prénatal précoce, t'as le cœur de ce que vous voulez, vous faites le tour au maximum, mais finalement c'est ce qui se construit aussi petit à petit, et du coup le projet c'est le suivi en maison de naissance. Et donc ce que tu présentes et qui est juste et que j'aurais pas aussi bien dit, c'est la question du projet de naissance. Donc quand on écrit un projet de naissance, c'est les désirs, oui, quand on s'en va finalement du côté de la maternité, quand on est réorienté, donc avant même la fin de grossesse, ou quand on est transféré, et sur l'après aussi, c'est-à-dire l'envie d'allaiter, l'envie de tout ça aussi, c'est ce qu'il y a aussi sur le projet de naissance. Pour ceux que ça intéresse, sur internet, je pense qu'on peut trouver des exemples assez facilement. Et nous, ce qu'on fait aussi en maison de naissance, à celle en tout cas de Castres, c'est de rédiger un projet de naissance pour le lien à l'hôpital, et après de faire relire avec notre sage-femme pour comprendre aussi déjà ce qui est fait automatiquement à l'hôpital, parce que parfois il y a des actes qui sont faits en systématique, ou en tout cas au maximum tant qu'il n'y a pas de problème médicaux avérés. Comprendre aussi comment construire un projet de naissance, être accompagné d'une sage-femme, c'est important aussi, puisque ça permet une meilleure communication entre toutes les parties, quoi. Oui, je suis d'accord. En ce qui me concerne, j'ai jamais rédigé de projet de naissance. Dès ma première grossesse, je me suis inscrite très tôt. Mon suivi prenait en compte mes besoins, donc j'ai pas eu besoin de faire ça vu que j'avais pas anticipé ou réfléchi à ce que je voulais avant. Je pense que par exemple dans ton cas, toi t'avais beaucoup réfléchi à ce que tu souhaiterais et donc t'avais un besoin plus présent que moi à ce niveau-là. Par contre, il y a quelque chose qui était super important de ce que j'avais capté au niveau de ce qu'ont transmis les sages-femmes, et j'en ai parlé moi avec ma sage-femme avec qui je fais l'aptonomie, c'était justement mes grands besoins au moment d'un transfert. Petite anecdote, au début je l'ai vraiment écrit avec des phrases, etc. On m'a dit, si c'est un transfert urgent, ils vont pas forcément se mettre à lire des paragraphes, c'est de pouvoir mettre des bullet points avec une phrase efficace et peut-être le mot-clé en gras. Je suis prête même à partager ce que j'ai écrit. Je pense que je vais reprendre le même pour mon 3e accouchement. Ce qui se passe, c'est que le jour où on vient en maison de naissance, en tout cas je parle pour la maison de naissance de Castres, d'Oumaya, on vient avec normalement le cahier de suivi et dans lequel moi je glisse cette feuille. Et vu qu'en fait il y a un transparent, elle est mise sur le devant. Ce qui fait qu'en cas de transfert, c'est la première chose que le personnel de l'hôpital voit, avec du coup ces fameuses quelques lignes qui pour moi sont très importantes, typiquement concernant le type d'anesthésie, les épisiotomies, la présence de mon conjoint dans certaines situations, etc. Donc j'exprime dedans mes grands besoins. J'ai conscience, et ce que tu dis est très juste, le fait de le partager avec une sage-femme, que elle va dire bah ça c'est peut-être un peu inutile de le mettre, parce que comme tu dis, c'est du systématique, où là, dans tous les cas, ils pourront pas ne pas le faire. Donc c'est aussi être conscient que il y a des choses qui vont être obligées légalement ou médicalement de mettre en place. Ça permet à nouveau aussi de pas se faire surprendre. Exactement. Quand on fait un point avec un projet, on y met aussi beaucoup d'intention, beaucoup de choses, beaucoup d'envie de ce qui nous anime, et du coup faire face au fait que ça soit rejeté. Si on l'a su en avance que c'était une probabilité, c'est aussi quelque chose qu'on intègre mieux. Tu es moins dans la rancœur ou dans l'état de surprise. Si ça crée moins de blocage, peut-être. Voilà, c'est ça. Il y a une part de toi qui sait que c'est une possibilité et c'est pas parce que ils sont ennuyeux ou que ils veulent pas t'écouter. C'est qu'en fait, il y a une bonne raison, et même ta sage-femme de maison de naissance te l'aura expliqué, en fait. Et c'est ça que je trouve intéressant d'ailleurs dans ce que tu dis, c'est que si on a eu le temps de le déconstruire, entre guillemets, avec notre sage-femme en qui on a confiance, souvent c'est une parole d'or malgré tout. On y met toute notre vulnérabilité aussi dans l'échange qu'on a avec cette personne. Si elle-même acquiesce ce point-là, ça adoucit aussi beaucoup de choses. Et donc pour la petite anecdote, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai tardé à l'écrire pour ma première fille. J'ai fait quelque chose point par point. L'idée étant, dans mon idéal, si jamais ça devait être un transfert code orange ou rouge, tu vois, donc l'urgence, je veux qu'ils aient pas à tourner une page non plus, qu'ils ratent pas une info. Je veux le faire lire du coup une deuxième fois pour validation à ma sage-femme. Et vu que j'ai accouché 16 jours plus tôt, elle m'a répondu le jour de mon accouchement. En fait, j'ai accouché. J'ai fait le lendemain. J'ai pas du tout regardé mes mails, mon téléphone ou quoi au caisse. Quand je le rallume pour lui annoncer que j'ai accouché, et parmi mes notifications, je vois le mail de ma sage-femme qui valide mes points en cas de transfert. Donc du coup, à ma deuxième grossesse, je lui avais dit, vu que j'ai refait le suivi d'aptonomie avec elle, je vous le renvoie pas cette fois. A priori, il est toujours valable. Et c'est pour ça que je pense que là, je vais réutiliser le même, parce qu'en fait, il tient en une page, et quand je le relis, il me paraît toujours assez simple. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui aient plus à en dire, mais en tout cas, ça peut être une base pour les gens qui se demandent un peu qu'est-ce qu'on peut mettre en cas de transfert. Et puis, si ça vous intéresse, vous puissiez en discuter avec votre sage-femme, parce que peut-être que d'autres sages-femmes diront, bah ça c'est pertinent, ça c'est pas pertinent. Oui, la différence peut-être
au besoin que j'ai eu de mettre plusieurs choses, c'est que moi j'avais pour projet d'accoucher à domicile et du coup je revenais sur un cadre un peu plus hospitalier potentiellement. C'était pas très clair quand moi je suis arrivée dans la maison de naissance et donc j'avais besoin que ça soit plus proche de mon accouchement à domicile. Et c'est pour ça je pense que j'ai eu besoin de le rédiger aussi clairement, aussi fort. J'avais fait comme toi quelque chose de facile à lire malgré tout. C'était m'assurer que j'allais avoir ce que je cherchais à l'accouchement à domicile qui n'a pas été possible. Mais au début, pour le coup, on savait pas ce qu'était une maison de naissance. On n'avait pas conscience de où se situait le personnel de la maison de naissance sur la physiologie, sur en fait tous ces points qui m'étaient importants. Et du coup, c'est intéressant parce que j'imagine qu'il doit y avoir des gens, dans ton cas, des gens dans mon cas, enfin dans ce qu'on donne comme définition à la maison de naissance avant de savoir ce qu'il en est, quoi. Ouais, ce qui fait que j'ai beaucoup écrit, c'était lié en fait soit à des peurs, soit à des appréhensions. Là, je découvrais ce que c'était la maternité, la grossesse et les potentiels d'accouchement très vastes. C'est pour ça que ma sage-femme elle m'a dit ça va aller, il y a plein de choses là que t'écris. C'était beaucoup de projections en fait que j'avais moi. C'est parce que j'imaginais tout et rien. Je m'étais jamais renseignée sur le sujet en fait. Tu vois, c'était plus de l'ignorance. Et c'est pour ça que c'est très intéressant quand même de brasser tout ça quoi. C'est, je pense, essentiel parce que ça met à plat des choses avec le personnel qui te suit, là où les sages-femmes, mais aussi avec ton conjoint. Parce qu'en fait, il y a des fois des choses qu'on peut croire être évidentes et qui le sont pas. Et puis des fois, tu vois, la semaine dernière, à l'entretien prénatal, à un moment donné, la sage-femme dit qu'est-ce qui fait que vous êtes revenu ici, à quel besoin ça répond. J'essaye du coup de répondre à cette question. Et mon conjoint dit, bah moi de toute façon, c'est toi qui vas accoucher, va là où tu es en confiance et où tu te sens bien. Moi, je suis. Je lui dis oui, mais ça serait intéressant aussi que tu dises, est-ce que ça répond aussi à une part de tes besoins en fait? Qu'est-ce que tu penses de l'hôpital? Qu'est-ce que tu penses de la maison de naissance? Qu'est-ce qui pour toi est ok dans tout ça? Et alors là, il s'est mis à parler. Et donc c'était très intéressant. Et à la fin, en fait, c'était faire le constat aussi, tu vois, de verbaliser, de se dire, tu vois que ça répond aussi, en fait, à une part de tes besoins. Si je lui avais dit, moi, mon besoin, c'est d'aller en mater niveau 3, je pense que ça aurait été plus difficile pour lui de l'accepter. Et là, c'était évident, vu qu'il venait d'exprimer des besoins qui lui appartenaient, tu vois, en tant que être humain indépendant de cette grossesse. Donc c'est aussi ça que je trouve intéressant dans l'entretien prénatal. Oui, c'est sûr. Même si après, t'en reparles pas, tu vois, forcément, mais sur le moment, moi, ça m'a touchée, tu vois. Oui, j'imagine que tout le monde n'est pas capable forcément de l'exprimer, mais souvent ça fait sortir des choses parce qu'il y a la place pour le faire. Oui, sans que ce soit, tu vois, des longs romans. Oui, c'est mais ça. Juste quelques mots, quelques phrases. Ces quelques mots ont une place ici que, en fait, dans la vie de tous les jours, tu leur donnes pas forcément. Ouais. Quand on parlait du projet de naissance, ça me fait penser aussi que, en termes de communication, c'est aussi un projet qu'on expose au moment où on va s'inscrire à la maternité. En tout cas, moi, ça a été mon cas, puisqu'on a une inscription obligatoire à une maternité quand on est en maison de naissance. Quand je suis allée au rendez-vous, c'était dans mon dossier, et donc on a fait le point sur les éléments de mon projet de naissance, et notamment j'ai su aussi certaines choses en systématique. Et du coup, j'ai pu voir aussi des choses nouvelles. On a pu discuter davantage, et moi, je sais que ça m'a aussi mis beaucoup en confiance avec la maternité, de me sentir écoutée dans un cas pas urgent. Du coup, on ne balayait pas les points que j'avais mis, on les passait. Globalement, tout avait été validé. Elle mettait des réserves. En cas d'urgence, on ne peut pas savoir jusqu'où va l'urgence et jusqu'où la possibilité peut se faire tel acte ou tel acte. Je sais que ça m'a mis beaucoup en confiance avec la maternité de pouvoir aussi utiliser ce document de communication un peu comme un support pour discuter. Et c'était un lien entre la maison de naissance, moi et l'hôpital. J'ai pas eu idée, moi, de le partager. Je pense que c'est très pertinent de le faire, ouais. Du coup, tu disais que dans l'entretien prénatal précoce, vous étiez posé la question de pourquoi vous avez choisi. En plus, c'est votre troisième, du coup, c'est intéressant de revenir sur pourquoi vous revenez. Est-ce que tu serais prête à nous partager pourquoi tu as choisi, toi, une maison de naissance, surtout pour un premier? J'imagine qu'il y a des primipares qui nous écoutent aussi et qui ont peut-être des questions. Alors, dans mon cas, pour celles qui écoutent de temps en temps, j'ai dû dire que moi, j'avais su par ma belle-sœur l'existence des maisons de naissance. Ce qui est important pour moi, dans la vie et en général, et la maison de naissance répondait à ça, c'est le fait d'être avec des personnes qui me connaissent, pas que sur un pan humain ou que sur un pan médical, mais vraiment dans l'entièreté de qui je suis, de mes peurs, de mes besoins, de mon rythme, de mes réactions. S'il y a bien un truc qui est compliqué pour moi, surtout dans un moment où je sais pas ce que je vais être, au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau fatigue, l'accouchement quoi, endurance de la douleur, tu vois, ça m'était jamais arrivé ça. Du coup, je me disais, j'ai pas envie d'avoir à discuter. T'as pas envie d'avoir à réexpliquer des choses. Mais déjà, pendant le suivi, c'est quelque chose qu'on a pu entendre d'ailleurs de plusieurs femmes dans nos interviews. C'est super confortable parce que j'ai pas à répéter à chaque fois vu que j'ai toujours affaire aux deux mêmes professionnels. J'ai pas besoin de redire mes antécédents, on n'a pas besoin de réouvrir mon dossier médical. On continue le suivi comme si on s'était vu hier. Sur ton projet. Voilà, c'est vraiment connaître la personne, me dire voilà, j'ai pas envie d'avoir à répéter au long de ma grossesse, ni avoir à expliquer, vu qu'en plus moi j'ai quelques allergies, me dire ok, elles le savent.
Elle l'a entendu plusieurs fois, ça fait partie de mon dossier, etc. Pour moi, du coup, ça entre dans l'idée de la confiance. Moi, j'ai besoin, dans un état de vulnérabilité, quel qu'il soit dans ma vie, mais donc l'accouchement étant, je pense, un des états de plus grande vulnérabilité dans une vie, pouvoir faire absolument confiance aux personnes qui sont à côté de moi, que si à un moment donné, une décision doit être prise pour ma santé ou celle de mon bébé, c'est pas pour l'intérêt d'autrui, mais bien pour notre intérêt. Et que si à un moment donné j'exprime quelque chose, que ce sera entendu pour ce que c'est. J'avais confiance, à force de discussion avec mes sages-femmes, que si elles me proposaient un transfert ou une réorientation, ce serait ok, dans le sens où ça répond à un besoin vital. La deuxième chose, quand je dis que ma parole ne soit pas remise en question, moi en tant que primipare, ça a été une de mes premières questions, je pense, peut-être même première consultation. Ici, c'est un lieu d'accouchement physiologique, mais moi j'ai jamais vécu un accouchement. Si à un moment donné j'endure trop, et que c'est trop dur pour moi, et que j'ai besoin d'une analgésie, est-ce que j'ai le droit, moi, de demander ça? Ou est-ce que les sages-femmes vont être en mode « Ouais, t'es la meilleure, vas-y, jusqu'au bout, là, voilà !» Non, moi je voulais pas ça. Moi, je voulais qu'à un moment donné, si je dis là, c'est stop, c'est ma limite, qu'on me dise ok, on te prend tes affaires et hop, on va à côté. Que ça ait autant de valeur que le moment où ma sage-femme, elle me dit là, peut-être c'est nécessaire. Que moi aussi, je puisse dire là, pour moi, c'est nécessaire. Et quand elles m'ont dit ok, j'ai fait ok, je viens ici. Parce qu'en fait, j'ai compris et c'était très simple. J'ai senti que c'était tellement spontané et tellement simple comme réponse. On m'a dit, mais c'est toi de toute façon qui accouche. Tu décides, c'est ton corps. Je me suis dit, waouh, mais moi c'est ça que je veux. C'est qu'on me fasse confiance et que je puisse faire confiance en retour. Voilà pourquoi, même pas 2 mois, j'avais validé le fait que je voulais aller en maison de naissance. J'ai la chance que mes suivis, mes accouchements, ça se soit bien passé. Et en effet, j'ai été ultra respectée, j'ai été ultra entendue. J'ai eu des suivis géniaux. J'ai eu des postpartum où j'ai été écoutée, même comme on le dit dans nos épisodes. Tu vois, des mois après, si j'avais des questions, je me suis sentie tellement humainement soutenue. Il y avait aucune raison qui me disait d'aller ailleurs. Pourtant, je suis pas quelqu'un, tu vois, qui va exploiter les ateliers ou tout ce qui est proposé par la maison de naissance. C'est pas trop mon truc et tu le sais. Par contre, la qualité humaine du suivi et de ce qui est proposé, pour moi, c'est ça qui fait tout, quoi. Et je trouve que c'est intéressant, tu parles de simplicité ou d'écoute, enfin quelque chose de vrai, je sais pas si c'est le terme, mais je trouve intéressant parce que aussi au moment de l'accouchement, au-delà du fait de pas vouloir parler, moins t'as communiqué aussi, plus tu restes dans ta bulle et plus ça favorise l'ocytocine, et l'ocytocine ça favorise un bon déroulement de l'accouchement. Si on n'a pas à se battre pour ses convictions pendant l'accouchement, si on n'a pas à réexpliquer parce qu'on se trompe, ce genre de petites manips aussi amène parfois bêtement à sortir de sa bulle, alors que si on a juste à lever une main pour pousser la main de la sage-femme et qu'elle comprend que faut pas qu'elle te touche à ce moment-là parce qu'en fait elle sait déjà que tu es quelqu'un qui aime pas déjà qu'on touche trop, enfin peu importe d'ailleurs le type de profil, des fois on est très tactile puis le jour de l'accouchement pas du tout, ça on peut pas le prévoir, mais même ça, les sages-femmes nous ont d'ailleurs parfois parlé du fait que grâce au suivi, elles avaient aussi conscience du type de personnalité, elles savaient pas ce que la femme allait faire le jour J non plus, savoir que t'as des aînés que t'en as pas, que potentiellement ça te bloque pour avancer, n'est-ce pas, dans un accouchement. C'est bête, mais c'est les petites infos qui permettent parfois de ramener aussi de l'ocytocine dans ce moment qui en nécessite vraiment beaucoup. Je suis absolument d'accord. C'est très juste. Du coup, pour résumer tout ça, je pense que ça serait pas mal de partager les points essentiels que toi t'avais mis de côté. On pourra mettre ça à disposition en description ou en tout cas attaché à cet épisode. Et pour nous, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un autre épisode. Et je te souhaite bonne semaine. À bientôt. Oui, merci, toi aussi. Merci.